Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días y Bonjour à saludos desde tous, Washington, bonjour à Estados Unidos. tous et je vous salue à Gracias partir por de conectarse a Washington aux esta États-Unis. transmisión semanal Merci de vous donde connecter à conocemos cette panorama de séance salud sobre lo que d'information ocurre con el de COVID-19 en la región de l'OPS Bogotá. au Hoy tenemos sujet el día de de hoy para compartir l'actualisation. con Je suis ustedes cómo Sébastien se vive Benoudienne una semana du más département de communication de asociada a una l'OPS et comme toutes les manifestación de semaines, cette séance ultraderecha y durera entre escucharemos 45 minutes à atentamente une sobre heure et nous allons prendre vos ya hemos questions recibido jusqu'au bout. preguntas por Nous correo avons déjà electrónico y reçu des también questions algunas par de courrier manifestaciones en vivo électronique et vous pourrez a poser vos través del questions chat en que tenemos direct en et nuestro à travers panel le y chat, pedimos à que participen travers así las le invitamos ya bouton sur rápidamente. lequel vous pouvez Recuerden appuyer siempre incluir su QUA. nombre y utilizarlo en Rappelez-vous medio de toujours comunicación d'inclure cuando votre nom, vos moyens de communication les lorsque vous recuerdo allez también que nous contamos envoyer con vos questions interpretación par le simultánea al chat. español y que Je puede vous ser rappelle que nous avons l'interprétation simultanée vers le français, vers l'espagnol et vers l'anglais, a través del et menú vous pouvez, et vers le portugais, et vous pouvez également choisir la langue que vous souhaitez écouter à travers le bouton d'interprétation. Aujourd'hui, le docteur Carissa Etienne, directrice de l'OPS, va vous informer des nouveautés et va approfondir ses remarques sur les variantes et ce que cela provoque dans la région. Avec le docteur Etienne, nous avons également le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires de l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour la COVID-19 pour l'OPS. Je voudrais inviter maintenant le docteur Carissa pour ses remarques initiales. Docteur Merci Etienne, vous avez la Sébastien. parole. Je vous souhaite une très bonne matinée et je vous remercie de nouveau de venir nous rejoindre pour cette conférence de presse. La semaine dernière, les Amériques ont signalé à peu près 1 600 000 nouveaux cas de COVID-19, pratiquement la moitié de ces cas étant des nouveaux cas mondiaux, ce qui indique que nous sommes encore toujours fortement impactés par la pandémie. Cependant, après de nombreuses semaines d'augmentation des cas et des morts du COVID, nous commençons à voir et à observer des tendances d'amélioration dans les pays les plus affectés, y compris les États-Unis et le Brésil. Nous observons également des signes positifs au Panama, au Costa Rica, au Chili et en Argentine. Donc, c'est un motif d'espoir, mais pas encore disons, de commémoration. Le nombre des morts dus au Covid continue à augmenter sur tout le continent américain. C'est un signe que beaucoup de systèmes de santé sont surchargés, particulièrement dans les endroits qui ont beaucoup d'infections de Covid. En Amérique du Sud, particulièrement des parties d'Honduras, de Salvador et de Guatemala, signalent une augmentation des cas dans les 2 dernières semaines, de même que la région amazonienne, le long de la frontière entre le Brésil, la Colombie et le Pérou. Les Caraïbes font face à une augmentation signifiante des infections, surtout en République dominicaine, à Cuba, à la Barbade et à Sainte-Lucie. La transmission Covid est très dynamique et touche les pays et les sous-régions de manière différenciée, grâce en général aux mesures de contrôle que nous avons mises en place. Mais c'est la nature de cette pandémie. Les augmentations de la transmission augmente à chaque fois que nous baissons la garde et que nous ne mettons pas en place les mesures de prévention qui ont euh, prouvé qu'elles étaient capables de limiter la propagation de ce virus. Une réponse bien coordonnée qui utilise toute la gamme des mesures de santé publique est notre meilleur espoir pour stopper cette transmission à court terme. Je sais qu'il y a eu beaucoup de soucis par rapport à ces variants. Quand un virus circule, il subit des mutations et il s'adapte. Ce n'est pas rare. C'est d'ailleurs une caractéristique biologique qui est attendue des flambées virales. Plus un virus se propage, plus il est probable que des variants vont émerger. Donc, ce n'est pas inattendu qu'un virus aussi diffusé que
la COVID-19, qui circule dans le monde entier, ait provoqué d'innombrables variants depuis le début de cette pandémie. Pour la plupart, ces variants ont très peu de conséquences sur la transmission ou la sévérité de la maladie. Euh, de façon occasionnelle, quelques-uns de ces variants peuvent changer et vont affecter la manière dont ce virus se comporte, et ces variants doivent être suivis de près. Et donc, nous dénominons ces variants préoccupants. Et donc, aujourd'hui, je voudrais justement parler de ces variants préoccupants et partager avec vous ce que nous savons sur eux et comment nous pouvons les surveiller et lutter contre eux sur le continent américain. Même si certains de ces variants, si on parle de ces variants en utilisant le pays dans lesquels ils ont surgi en premier, par exemple le Royaume-Uni, le Brésil et l'Afrique du Sud, leur circulation ne se restreint pas à ces endroits. Donc, nous espérons vraiment que l'OMS renommera d'ailleurs certains de ces variants pour éviter de stigmatiser les pays dans lesquels ils ont surgi pour la première fois. Et il est important de faire remarquer que nous avons identifié les 3 principaux variants préoccupants qui circulent sur le continent américain. Et au moins 19 pays de notre région ont signalé au moins un de ces variants préoccupants, même si l'OPS est en train d'analyser, de mettre à jour ces données de façon continue. On commence à avoir des preuves que certains de ces variants, par exemple, ceux qui ont été détectés pour la première fois au Brésil et au Royaume-Uni, sont susceptibles d'être transmis de façon plus facile d'un humain à un autre et d'accélérer la croissance des cas COVID. Même si on n'a pas encore tout le panorama global, les choses commencent à devenir assez claires. Chaque nouveau variant préoccupant doit être surveillé de façon continue pour détecter tout changement dans la manière dont il se comporte et il se propage pour s'assurer qu'on prend des mesures adéquates pour les contrôler. Donc, aucune raison de s'alarmer, mais il faut rester attentif. Et je voudrais insister sur 3 points importants. Premier point, il est important que notre réponse à la pandémie euh, soit guidée par les preuves et pas par la spéculation. Notre réponse à la pandémie doit vraiment suivre les preuves scientifiques et pas la spéculation. Et c'est ce que l'OPS travaille de façon très étroite avec certains des meilleurs scientifiques dans le monde. Certains d'entre eux, d'ailleurs, travaillent dans notre région. Il y a des équipes de recherche exceptionnelles qui travaillent sur le terrain dans un endroit comme Manaus au Brésil et qui se centrent sur ce problème et cette question de nous fournir des informations le plus rapidement possible. Deuxième point important, pour ces variants préoccupants, il faut vraiment une collaboration très étendue pour que les nouvelles informations soient très rapidement identifiées et qu'on puisse adapter les réponses en conséquence. C'est la raison pour laquelle le réseau de surveillance de l'OPS suit de façon très rapprochée ces variants préoccupants et travaille également avec plein d'équipes dans le monde entier. Le réseau de surveillance génomique régionale de l'OPS a augmenté notre capacité à séquencer les échantillons de virus de 50% depuis le début de l'année. Au moins 11 pays de notre région sont capables de séquencer des échantillons de virus et de détecter la présence de ces variants. Nous comptons également sur nos 2 laboratoires de référence, un au Chili et l'autre au Brésil, qui reçoivent justement des échantillons viraux de toute notre région et soutiennent un réseau de laboratoires nationaux. Il faut qu'on reste concentré pour améliorer notre capacité de surveillance pour que nous puissions suivre les tendances, y compris ces variants préoccupants. Troisième et dernier point, jusqu'à présent, les preuves
sur ces variants ne change pas les aspects fondamentaux de notre réponse pandémique. Nos recommandations pour prévenir ce virus restent les mêmes. Il faut maintenir une surveillance très rapprochée, il faut limiter les rassemblements sociaux et pratiquer toutes les mesures de distanciation sociale, de même qu'une hygiène des mains et un usage de masques. Toutes ces mesures sont encore nécessaires et contribuent à lutter contre le COVID-19 dans toutes ses formes. En continuant à pratiquer, à adopter toutes ces pratiques, même si on a reçu le vaccin, non seulement nous allons limiter la diffusion, la propagation de ces variants d'aujourd'hui, mais nous parviendrons à éviter que de nouveaux variants surgissent demain. Je vais conclure en vous rappelant que l'OPS croit très fort dans le pouvoir que les vaccins ont de sauver des vies. En s'appuyant sur les preuves que nous avons maintenant sur ces variants préoccupants, nous avons confiance que notre portefeuille croissant de vaccins contre la COVID-19 est toujours utile et nous guidera pour arriver arriver à bout de cette pandémie. Notre confiance est maintenue. Nous avons en main toute une génération de vaccins efficaces pour prévenir les infections et surtout les formes sévères de cette maladie. Plus avant, il nous faudra peut-être adapter nos stratégies, mais nous continuerons à nous reposer sur ces vaccins. Le défi maintenant, c'est de garantir que ces vaccins sont distribués de façon rapide et équitable sur tout notre continent, en commençant par ceux qui en ont le plus besoin. J'ai fini. Docteur Etienne, nous passons maintenant aux questions et aux réponses. Rappelez-vous que vous pouvez nous envoyer vos questions à travers le bouton Q et A. Vous écrivez votre nom et votre moyen de communication, et vous avez l'interprétation simultanée dans plusieurs langues. Nous avons reçu plusieurs questions concernant le début des vaccinations, quand est-ce que la vaccination va commencer et quand est-ce que les vaccins vont commencer à être déployés. Docteur Etienne, vous avez la parole. Bon, laissez-moi vous remercier pour cette question. L'OPS soutient ces États membres dans la préparation pour introduire les vaccins contre la COVID et nous avons fourni une coopération technique pour aider les pays à planifier cette campagne de vaccination. Nous avons distribué des documents de directives, nous avons des séances de formation et nous fournissons aux pays des conseils directs. Nous aidons les pays sur le plan logistique pour qu'elles coordonnent la distribution des doses et la collecte de données qui est extrêmement importante. Nous fournissons également du soutien pour le recrutement et la formation du personnel pour que ce personnel de santé sache comment appliquer un vaccin et nous les conseillons pour les campagnes publiques d'information pour garantir que les gens sachent où, comment et pourquoi se faire vacciner. Laissez-moi vous informer que jusqu'à présent, 31 pays des Amériques ont reçu des infos sur la préparation sur le vaccin, un outil de préparation VRAC, et c'est une plateforme en ligne qui est entretenue par l'OPS, l'UNICEF et WENBAC. Sur ces 30 pays, 21 ont partagé leur plan national de vaccin et 25 ont analysé leurs procédures. Le grand défi que on pourrait identifier pays par pays est lié au système d'information et qu'il n'y a pas suffisamment de personnel qualifié à disposition. Nous avons remarqué que 20 pays jusqu'à présent ont analysé leur capacité d'encadrement pour traiter cette campagne de vaccination. Parce qu'il y a des vaccins qui ont besoin d'une température entre 2 et 8 degrés positifs. Donc, c'est à peu près le même équipement qu'on utilise dans les programmes d'immunisation. Donc,
j'ai fait une déclaration. Je crois que nos pays sur le continent américain ont beaucoup d'années d'expérience en immunisation en couvrant 90% de la population de leur pays respectif. Donc, ils ont une expérience suffisante pour lancer des campagnes d'immunisation. Donc, nous les aidons à lancer et accélérer cette expérience pour qu'ils soient prêts à déployer ce vaccin contre le COVID de façon immédiate. Merci, docteur Etienne. Pour continuer sur ce sujet, la question de Cécile Romero, qu'elle aimerait avoir plus d'informations au sujet des vaccins, les systèmes de préparation pour la réfrigération et également toutes ces questions sont posées pour Honduras et El Salvador et qui ne commencent pas encore la vaccination. Il souhaiterait avoir plus d'informations au sujet des rapports qui ont été remis. Docteur Barbosa, vous avez la parole. Merci pour la question. Comme Madame l'a dit, le directeur, nous avons commencé à soutenir le pays pour leur plan de vaccination et leur calendrier de vaccination à partir du mois de mars de l'année dernière. Nous avons envoyé les premiers guides et comment préparer les calendriers d'immunisation parce que il ne suffit pas d'avoir le vaccin, il faut avoir tous les autres aspects de réglementation concernant l'importation et tout ce que a mentionné le docteur Carissa. Les pays sont invités à partager les données à travers de cet outil qui a été le VERAC, qui est un outil public et qui est une auto-évaluation de plus de 100 aspects de ce qui est nécessaire pour qu'un pays soit prêt à la vaccination. Mais nous sommes en train de demander aux pays également qu'ils nous envoient leur calendrier et leur plan pour que l'OPS puisse les réviser pour améliorer, identifier des lacunes, etc. 32 pays ont déjà partagé leurs informations sur Virax. Plus de 20 pays nous ont envoyé leurs plans pour que nous puissions réviser ces calendriers. Pour les 10 pays qui vont recevoir le vaccin à travers du mécanisme COVAX sans avoir besoin de payer, d'acheter les vaccins, et les 4 pays que la journaliste a mentionné, 3 de ces pays, donc Honduras, El Salvador, etc., Guatemala, ont dit qu'il faut rapidement qu'ils nous remettent leur plan de vaccination, leur calendrier, et nous, en tant qui formons partie du comité régional de la COVAX, nous allons réviser et voir tous les aspects et également leur suggérer certaines pas à franchir. Ces 4 pays de la région nous sont en train d'avancer concernant la préparation parce que ce sera vraiment fondamental pour que la remise des vaccins soit beaucoup plus rapide et comprenne tous les aspects nécessaires. Merci, Monsieur le docteur. Je voudrais passer la parole à Roxana Tabakman, journaliste scientifique de Manscaped. Roxana, si tu as la parole. Merci beaucoup. Ma question, la capacité de surveiller le séquencement de virus est en Amérique latine, mais l'impact est global. Donc, quelle est votre recommandation comme un minimum de séquencement en Amérique latine? Qui devrait payer la facture de cela? Est-ce que c'est dans l'intérêt du monde entier? Et les conditions financières sont difficiles, mais il y a quand même de l'argent disponible pour ces besoins-là. Et ma deuxième question, quelle est votre recommandation pour l'Amérique latine quand on trouve un nouveau variant préoccupant? Est-ce qu'on ferme les frontières? Il y a beaucoup d'exemples
où les gens d'un pays n'ont pas le droit de sortir de leur pays. Merci, Roxane. Docteur Aldigueri, est-ce que vous pourriez répondre, Docteur Aldigueri? Merci beaucoup pour cet ensemble de questions. Il y en a beaucoup de questions qui se chevauchent un petit peu, qui se chevauchent. En ce qui concerne, d'abord, la professeure Etienne nous a fourni un panorama très complet sur la manière dont on procède à cette surveillance génomique, dans cette phase de la pandémie. Pour vous fournir des informations plus précises et également d'essayer de répondre à vos préoccupations. Donc, il y a 2 jours, 32 pays du continent américain ont téléversé leur génome sur la plateforme double qui s'appelle GS7. Ça veut dire 113 000 génomes ont été téléversés par ces 37 pays. Cela représente 20% du total de génomes publiés au niveau mondial. Donc, c'est très important, c'est significatif. L'autre aspect, donc là je répète, je reprends ce que la professeure Etienne a. Donc, il y a 3 variants préoccupants qui ont été détectés dans les 20 pays du continent américain. Donc, notre principal objectif du réseau régional de surveillance génomique, c'est la couverture géographique de la surveillance, mais également le nombre d'échantillons qui sont séquencés sur tous les cas qui sont confirmés dans les laboratoires. Ce réseau, qui s'appelle Innated OPS, il est accessible à tous les pays, mais c'est important qu'il existe 2 groupes. Le premier groupe est constitué des pays qui savent séquencer eux-mêmes et il y a un certain ensemble de recommandations pour eux. Et le deuxième groupe, c'est les pays qui peuvent envoyer leurs échantillons à un national régional au Chili ou à la Fondation Fiocruz au Brésil. C'est important de mentionner que le CDC américain aide ces laboratoires aussi à travers ces laboratoires. Donc, ce que l'OPS fait, c'est l'OPS fournit aux pays avec des directives techniques et aussi les pays avec l'équipement aussi pour faire le séquencement. Et il finance aussi le transport de ces échantillons au laboratoire de référence. Mais nous avons l'espoir que le gouvernement va destiner plus d'argent et financer les 2 réseaux existants, ainsi que l'expédition internationale des échantillons. Mais nous sommes toujours à disposition des pays pour les aider dans cette initiative. Donc, j'essaie d'essayer. Et alors, pour répondre à votre question, 2 niveaux de priorité. Premier niveau de priorité, c'est pour une coordination et une intégration des réseaux nationaux dans chaque pays. Par exemple, en intégrer les institutions universitaires. Bon, que tous les laboratoires soient soient bien en phase. Mais aussi en connectant le système épidémiologique génomique et le système génomique qui déclenche pour augmenter le taux de séquencement. Par exemple 1, l'incidence sur un territoire qui change, par exemple, qui augmente de 50% sur une courte période. Concernant les mesures de santé publique dans le contexte d'un variant préoccupant, on en a 3 en ce moment, signalés sur 20 pays du continent américain. L'OPS demande aux autorités nationales et régionales et aux autorités publiques de poursuivre leurs efforts pour ce qui est de la transmission du COVID-19 en continuant de mettre en place les mesures de santé publique. Chaque pays a ses directives et sa batterie de mesures sanitaires. Et c'est une question maintenant de discipline collective dans la mise en place de ces mesures sanitaires. Pour ce qui est les mesures concernant les voyages internationaux, nous recommandons que les pays adoptent une approche basée sur le risque. Mais nous sommes conscients que dans certains cas, par exemple, les frontières nationales sont très difficiles à contrôler. Par exemple,
la triple frontière entre le Brésil, le Pérou et la Colombie, qui a déjà été mentionnée par notre directrice. C'est un environnement plein de défis, et donc ça inclut une coordination transfrontière. J'espère avoir répondu à vos préoccupations, et je repasse la parole. Merci beaucoup, Dr. Aliglari. Les suivantes questions du Venezuela en anglais et elles nous viennent de la part de Brian Edwards de Reuters, une question semblable aussi que nous demandent deux journalistes de Venezuela. Donc, la question en anglais. J'écris pour une actualisation sur les dates pour le Venezuela, réception du système COVAX qui a été annoncé la semaine dernière. Nous aimerions savoir s'il y a eu, si le délai courait jusqu'à hier et s'il y a une possibilité que ce délai pourrait être étendu pour donner plus de temps à arriver à un accord. Est-ce que, Dr. Barbosa, vous pourriez commenter? Merci beaucoup pour cette question. Le dernier délai qui était hier, était un dernier délai pour les pays qui recevaient un soutien de l'AMC pour qu'ils téléversent leur plan de déploiement de vaccins pour qu'ils soient analysés par le comité régional pour qu'ils prouvent qu'ils sont prêts à recevoir et à distribuer les vaccins. Ce n'est pas le cas du Venezuela. Le Venezuela fait partie du COVAX, du mécanisme COVAX. On est en négociation avec le mécanisme, parce que le Venezuela aurait dû effectuer le paiement d'ores et déjà, mais vu à la situation difficile du Venezuela, ça prend plus de temps que prévu et nous demandons que COVAX soit plus flexible dans son calendrier de réception du paiement et pour que le Venezuela reste dans la liste des pays qui s'autofinancent. Est une question aussi de Kevin Artiaga sur le Venezuela. Il demande si les autorités de santé du Venezuela ont réussi à augmenter la capacité de diagnostic grâce aux tests d'antigènes. Jusqu'à il y a un mois, il n'avait appliqué qu'1% d'après lui. Alors, docteur Ugarte, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette question. Et en fait, en ce moment, il y a une évaluation sur le terrain où ont été passés les tests. Et les préliminaires nous disent qu'ils ont utilisé une quantité plus importante, les chiffres que nous avons jusqu'à présent, et que 10 000 de ces tests ont été réalisés du 1er décembre jusqu'au 5 février. C'est-à-dire, il s'agit d'une augmentation assez significative. Nous sommes en train d'analyser plusieurs composants de ce processus, les facilités des laboratoires qui sont en train de réaliser ces tests, la formation du personnel, la logistique, la prise de tests, la dissémination également, la divulgation de l'information pour que des ajustements puissent être faits et obtenir des informations plus précises et que ces tests soient utilisés d'après ce qui a été planifié. Merci beaucoup, docteur. La question suivante entre Irina Dieste de AFP et plusieurs autres questions qui sont liées au vaccin d'AstraZeneca sur le chat. Elle nous dit que le docteur Etienne vient de réaffirmer sa confiance sur les vaccins et une question, à quel vaccin vous vous référez? AstraZeneca a été remise en question dernièrement et qui constitue la plupart des doses qui sera distribuées par COVAX. Que pensez-vous sur AstraZeneca pour lutter contre les variants de la région et quel message l'OPS peut transmettre aux personnes qui doutent du vaccin AstraZeneca? Docteur Barbosa. Merci pour cette question. Notre directrice, le docteur Etienne, se réfère à tous
les producteurs qui ont présenté des propositions pour le mécanisme COVAX, outre AstraZeneca. Nous avons Pfizer, nous avons celle qui vient d'Inde, la Janssen, et nous avons d'autres producteurs. Le vaccin d'AstraZeneca aujourd'hui, il a été publié la recommandation d'utilisation par le groupe d'experts stratégiques de l'OMS. Il s'agit d'un groupe qui contient des experts du monde entier et qu'il y a depuis très longtemps. C'est un groupe qui programme les recommandations pour tous les pays. Et ces recommandations sont très claires. Le vaccin d'AstraZeneca est un vaccin qui a présenté une efficacité autour de 63% d'une manière générale et qui a été identifié en Afrique du Sud pendant les tests cliniques que le vaccin était appliqué sur peu de patients et on a détecté une réduction de l'efficacité pour les formes légères et moyenne de cette maladie. Il n'a pas été prouvé si le variant trouvé en Afrique du Sud peut changer l'efficacité du vaccin. Mais je voudrais souligner, et notre directrice l'a déjà dit, je voudrais dire que cette trouvaille a été parce qu'à ce moment, le vaccin d'AstraZeneca avait un test clinique sur le terrain en Afrique du Sud. Nous ne savons pas si d'autres vaccins seront touchés par les nouveaux variants. C'est pour cela qu'il faut continuer à conserver la surveillance et toutes les initiatives pour protéger les gens et pour diminuer la transmission du virus à travers de l'utilisation du masque, maintenir la distanciation physique, éviter les agglomérations et avoir plus d'accès aux vaccins. C'est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les personnes. Nous sommes à la recherche de plus de données. Le système de surveillance mondial de vaccins est en train de chercher plus de tests au sujet de ces variants parce que c'est une possibilité. Il peut y avoir un impact sur l'efficacité de n'importe quel vaccin. Pour résumer, avec les données que nous avons maintenant, il s'agit d'un vaccin efficace, sûr, et avec les informations que nous avons jusqu'au jour d'aujourd'hui, doit continuer à être utilisé. C'est la recommandation du groupe stratégique d'experts d'immunisation de l'OMS. Merci. Merci, docteur. Il y a plusieurs questions qui sont liées à ce vaccin, AstraZeneca. Eliana Cornejo du diario El Mundo de El Salvador. Et est-ce que les dernières trouvailles d'AstraZeneca pourraient retarder les remises du vaccin à El Salvador? Merci pour cette question. L'approbation peut signifier plusieurs choses. Je vais donc je vais aborder les deux situations que nous avons concernant le vaccin. C'est un vaccin pour qu'il soit utilisé au sein du mécanisme COVAX et qu'il puisse être acquis par les fonds renouvelables de l'OPS qui, conjointement avec l'OMS, sont des mécanismes d'achat et d'acquisition de ces vaccins. Tout vaccin doit être préqualifié ou avoir l'autorisation d'utilisation d'urgence venant de l'OMS. Le vaccin d'AstraZeneca est passé par des évaluations et nous espérons que l'autorisation pour l'utilisation d'urgence sera approuvée prochainement, lundi par exemple, parce que cette évaluation est une évaluation qui est faite pour 3 vaccins, parce qu'on évalue le vaccin d'AstraZeneca original et les 2 sites de production du vaccin AstraZeneca qui vont fournir des vaccins pour le mécanisme COVAX. L'Institut indien et celui de la Corée du Sud
qui est Biosat. Donc, c'est un processus un petit peu plus complexe parce que l'on évalue le vaccin original et par la suite les deux autres sites. Et si tout le processus a les mêmes ou répond aux mêmes standards, contient la même qualité, mais cela sera conclu le vendredi ou le lundi. Un autre point, c'est la recommandation d'utilisation. Le vaccin est recommandé. Le comité, comme je l'ai déjà dit, le groupe stratégique des experts en immunisation s'est rencontré le lundi, a revu toutes les données et aujourd'hui ont publié leurs recommandations et ils disent que oui, on peut utiliser ce vaccin. Cette recommandation sert, comme pour n'importe quel autre vaccin, doit continuer à être suivie avec toutes les données nécessaires de la vie réelle, qu'est-ce qui se passe avec l'utilisation du vaccin, etc. Ceci est nécessaire non seulement pour le vaccin AstraZeneca, mais concerne tous les vaccins qui sont en train d'être utilisés pour que les recommandations s'ajustent aux données dont ils ont besoin. Rappelez-vous que les données des essais cliniques et cette réduction, cette diminution qui a été détectée en Afrique du Sud concerne un nombre de cas très restreint. Il faut avoir plus de données pour pouvoir émettre toutes ces choses-là au vaccin, pour adapter les recommandations avec les données que nous avons jusqu'au moment actuel. Oui, on peut utiliser au sujet des dates concernant la remise des vaccins, c'est le 15 février. Les premiers qui recevront ces informations seront les pays et ces pays vont partager avec les journalistes ces informations de la remise. Donc, lorsque les pays recevront les informations, ils vont le partager. Le mécanisme COVAX va informer à chaque pays la date et la quantité qui sera reçue par les pays pour que les pays puissent adapter leur calendrier de vaccination grâce à la disponibilité des vaccins. Merci beaucoup. Nous avons ici nous avons une question ici de Miguel Lucia Sol du journal La Nation Argentine. Miguel Lucia Sol, tu as la parole. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés que les réfugiés et les migrants ont concernant l'accès aux vaccins dans les pays. Merci, Lucia. Docteur Ugarte, merci Ugarte. C'est une question très importante parce que il y a beaucoup d'immigrants. L'on disait que les migrants répondent à un grand nombre. Dans ce sens, un des problèmes principaux que les immigrants ont, c'est la réglementation concernant leur situation légale dans les pays. Et ce qui, dans plusieurs cas, dans ces cas, s'ils avaient cette réglementation nécessaire à leur situation légale dans le pays, ils auraient accès aux vaccins et au système de santé. Beaucoup de ces migrants travaillent dans le secteur de la santé et il est probable qu'ils recevront le vaccin, mais il y en a d'autres qui travaillent informellement et non seulement ils ne pourraient pas recevoir le vaccin, parce qu'ils ne font pas partie de la planification ou du calendrier et peut-être d'autres ne souhaitent pas être identifiés pour plusieurs raisons. Et ainsi, il s'agit de grandes difficultés. Une autre difficulté est la disponibilité des vaccins pour les pays et pour les populations prioritaires de ces pays. Les pays sont livrés. Ceux qui auront une livraison de vaccins plus importante auront la possibilité de vacciner les immigrants. Donc,
il y a des normes qu'il faut suivre. Il y a des pays qui ont des normes qui incluent les immigrants, mais d'autres pays qui n'incluent pas ces normes, ces migrants, ont pris la décision d'inclure les immigrants parce qu'il s'agit d'une mesure de contrôle de la pandémie. Ainsi, le discours prononcé par le président de la Colombie pour la réglementation des immigrés vénézuéliens est un pas très important qui a été franchi pour pouvoir distribuer les vaccins et appliquer les vaccins dans cette population. Ceci est un processus constant. C'est également plusieurs agences doivent lutter et les pays également qui voient l'accès aux vaccins des migrants comme un frein à la dissémination de la pandémie dans leur pays. Merci, je vous remercie. Merci, docteur. En anglais. Thank you, Sebastian. Merci, Sébastien. Donc, à la lumière de nouvelles informations sur le vaccin AstraZeneca, qui est une protection au minimum contre le... Il y a beaucoup de pays des Caraïbes, par exemple, à la Barbade, à la lumière de cela, est-ce que les autorités de public, sénateurs publics doivent changer leur stratégie? Est-ce que vous pensez que ce vaccin est quand même sûr pour la population, même s'il y a des chances qu'il pourrait quand même attraper encore le virus malgré ce vaccin? Docteur Barbosa, merci beaucoup pour cette question. Laissez-moi de corriger l'information que vous avez fournie. Ce n'est pas vrai que le vaccin d'AstraZeneca a montré une réduction significative contre les variants. Ce n'est pas correct, ce n'est pas vrai. Ce qui est correct, c'est que pendant la phase 1 et phase 2 des essais cliniques en Afrique du Sud, un petit nombre de participants de ces essais, on a détecté une réduction de l'efficacité pour des versions, les versions modérées et faibles du virus. On n'a pas assez de données sur l'efficacité pour les formes sévères de la maladie. Et ce n'a été que pour le variant qui circule en Afrique du Sud. On ne peut pas étendre ces conclusions à tous les autres variants. Ce n'est pas la bonne approche scientifique. Donc, je l'ai mentionné aujourd'hui, le groupe consultatif d'experts sur l'immunisation de l'OMS a diffusé leurs recommandations. Vous pouvez aller voir en ligne sur le site. Ce sont des informations très détaillées sur ce point. Des informations très transparentes. Et avec les données dont nous disposons jusqu'à présent, ce groupe recommande l'usage de ce vaccin d'AstraZeneca parce qu'on a besoin de plus de données pour confirmer s'il y a vraiment une réduction de l'efficacité au vivo, donc dans la réalité, pour savoir si ces cas ont été vérifiés pour des formes bénignes ou moyennes. Donc, aucune donnée que l'efficacité est réduite pour les formes sévères, les cas dans lesquels les malades doivent être hospitalisés. Donc, utilisez ce vaccin et recueillez plus de données sur ce vaccin pour tous les vaccins d'ailleurs qui pourraient être affectés par ce nouveau variant. Donc, continuez à vacciner et en même temps, recueillez plus de données pour voir quels sont les effets réels de ces nouveaux variants sur les vaccins disponibles. Merci. Merci, docteur. Les questions suivantes sont
sont correspondantes de Nuri Martinez, El Sol Mexico et de CNN au Mexique. Ils disent que l'université de Johns Hopkins va publier une étude que le Mexique a la plus grande mortalité dans le monde et elle vous demande des commentaires au sujet des politiques qui sont menées au Mexique et comment faire pour réduire la mortalité. Docteur Alighieri, merci pour cette question. CNN Mexique et votre autre collègue journaliste au Mexique. Tout d'abord, j'aimerais souligner que le Mexique notifie les cas de la manière en suivant les recommandations. Et en fait, le Mexique se trouve en troisième place concernant la mortalité causée par le COVID dans la région des Amériques. Ensuite, les États-Unis qui ont 460 000 décès, le Brésil avec plus de 232 000 décès, et le Mexique vient en troisième lieu avec un accumulé de plus de 166 000 décès causés par le COVID. On a détecté au Mexique des cas qui a eu un pic dans des semaines précédentes, la troisième semaine du mois de janvier 2021. Et ce que nous pouvons observer en ce moment, c'est que le nombre de nouveaux cas au jour d'aujourd'hui a une tendance de baisse ces derniers jours. Les données de mortalité sont stables, mais il nous faut tenir compte que, comme on le savait depuis le début de cette pandémie, il y a une différence de 3 semaines entre la courbe de nouveaux cas et la courbe des décès. Il est important de dire que ce qui a été détecté au mois de janvier de cette année a touché la plupart de la zone centrale du pays qui est la plus peuplée, le district fédéral, la ville du Mexico, et ceci a saturé les hôpitaux et a compliqué également les services de soins intensifs. Notre équipe au Mexique travaille directement avec le secrétariat à la santé et les États pour une détection qui soit faite rapidement pour les malades, pour une orientation rapidement vers des services qui vont solutionner les cas. On travaille à travers de notre équipe du pays pour une provision d'oxygène médical qui a été un vrai défi sur plusieurs territoires au Mexique. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur. Et nous avons maintenant plusieurs autres questions qui nous viennent de Chris Vilches, journaliste du groupe El Comercio au Pérou. Elle nous dit quelles sont les avancées qu'il y a eu concernant le vaccin à travers COVAX et quand est-ce que le contrat sera signé pour les doses d'AstraZeneca et de Pfizer et comment la OMC et OMS voit le début de la vaccination, le début de la vaccination au Pérou. Docteur Barbosa. Merci pour cette question. Comme nous l'avons vu au début, le mécanisme COVAX, plus de 190 pays qui participent au mécanisme COVAX. La première estimation sur les doses qu'ils vont recevoir lors du premier semestre. La date exacte de quand commenceront à recevoir les doses sera envoyée au pays jusqu'au 15 février. Pérou participe au mécanisme COVAX et a été un des 4 pays de la région et qui a été sélectionné par le mécanisme
COVAX pour une initiative qui s'est appelée la première vague, qui est une petite quantité de vaccins de Pfizer qui devront être utilisés pour le personnel soignant en suivant plusieurs critères, et 4 pays de la région, 2 pays qui sont des pays de l'EMC, des pays qui vont recevoir le soutien de COVAX, qui vont recevoir les vaccins sans devoir les payer, et 2 autres pays d'autofinancement qui sont la Colombie et le Pérou. Les critères qui ont été utilisés sous un critère d'un comité indépendant d'experts, un de ces critères a été d'utiliser le taux de mortalité comme étant un proxy. Donc, le Pérou va commencer à recevoir ce vaccin. Le Pérou a confirmé qu'il a la capacité pour cette petite quantité de Pfizer, de vaccin de Pfizer. Le Pérou a la capacité pour stocker ces doses de vaccins et il devrait recevoir ces informations jusqu'au 15 février concernant cette première vague. Le Pérou recevra à la fin du mois de février, au début du mois de mars, les doses correspondantes de la livraison normale à travers le mécanisme COVAX. Les pays recevront ces informations au sujet des dates. Il s'agit d'une logistique assez complexe puisqu'il s'agit de 190 pays qui font partie de ce mécanisme. Nous avons des vols qui ont été annulés, mais nous travaillons dur, nous et le fonds renouvelable de l'OPS, nous travaillons dur pour avoir le calendrier de la distribution et de la livraison des tests, des vaccins dans les pays. La décision du Pérou d'utiliser le vaccin de Sinopharm a été une décision prise par le pays. Chaque pays a la souveraineté pour décider quel vaccin il va utiliser. Mais ce qui est important, c'est que le pays puisse partager avec la population toutes les informations sur les procédés, les processus de réglementation, quelle est la base de la décision, mais nous n'évaluons pas les décisions des pays. Le vaccin de Sinopharm a été proposé au mécanisme COVAX. Elle est en train d'être évaluée. Sinopharm et Sinovac ont demandé, 2 producteurs de Chine ont demandé l'accès au mécanisme COVAX. Nous avons envoyé une équipe d'inspection en Chine qui a passé plus d'une semaine en train d'évaluer les 2 usines et nous attendons des décisions sur la préqualification, l'utilisation d'urgence pour Sinopharm et Sinovac qui nous arriveront au début mars. Jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas la possibilité d'émettre une opinion, mais nous sommes certains que chaque pays a adopté sa décision sur la base d'informations qu'ils ont reçues de la part des producteurs. Je vous remercie. Merci, docteur. Et en anglais maintenant, Steven. PGV2 Radio pregunta en San Martin. Pregunta, many persons in the region are... De nombreuses personnes de notre région sont sceptiques et ne veulent pas forcément prendre les vaccins. Comment convaincre les gens que se faire vacciner, c'est la bonne chose à faire? Merci pour cette question. Je crois que quelquefois on est surpris de voir que en 2021, après tellement de décennies de vaccination ont sauvé des vies humaines, on a encore toujours à répondre à cette question, mais qui est très importante parce que tu la poses, parce que beaucoup de gens, et pas seulement sur le continent américain, mais dans le reste du monde, posent la même question. Donc, il est important de dire que les vaccins dont nous disposons contre la COVID-19 sont le résultat d'une campagne inédite, d'une mobilisation dans sociétés biochimiques qui ont eu recours à plusieurs techniques. Et
vaccins ont profité d'autres chercheurs, d'autres recherches sur d'autres coronavirus et d'autres virus qui ont surgi dans les dernières décennies. Deuxièmement, le vaccin qui a été approuvé, ils ont eu besoin de montrer les preuves aux régulateurs dans plusieurs pays et devant l'OMS pour recevoir un préavis, une préqualification et pour une autorisation d'usage d'urgence. Ils ont dû prouver que leurs produits étaient bien aussi manufacturés et répondaient aux standards de l'industrie, qu'ils avaient réussi les tests précliniques et les cliniques des phases 1, 2, 3, que leur vaccin était sûr. Et donc, il n'y a aucun... Ce n'est pas une approche différente pour ce vaccin-là. Tous les régulateurs au sein de l'OMC, ils essayent d'accélérer le processus d'approbation, mais tous les dossiers des producteurs ont été analysés avec soin avant l'autorisation de mise en place sur le marché et après avoir reçu donc la confirmation que ces données montraient bien que les vaccins étaient sûrs et efficaces. Donc, je pense que c'est très important également de répondre, lutter contre certains mythes. Il y a des gens qui disent que les vaccins ont une micropuce. C'est une théorie conspiratrice de la part de gens qui n'ont pas accès aux médias normaux et n'ont accès à des infos que sur les réseaux sociaux de leurs amis. Et il faut qu'ils soient conscients du danger que cela représente, ces mauvaises informations, que les vaccins vont changer votre ADN. Ce n'est pas du tout vrai. Donc, il est super important que nous soulignions le rôle crucial que les autorités sanitaires nationales, que les ministères de la Santé ont en maintenant un dialogue permanent, recourant aux médias sociaux, les médias principaux et tous les instruments ils peuvent avoir à leur disposition pour dire aux populations comment le vaccin a été produit, s'est développé, comment ils peuvent y avoir accès de façon sûre et en quoi ils sont efficaces. Et ça répondra à toutes les questions, à tous les doutes que les gens se posent. Il y a des gens qui sont contre ces vaccins, mais c'est un petit groupe, je crois qu'il est le groupe qui est important, qui a des doutes sur les vaccins, et il doit recevoir ce groupe plus de réponses. Donc, il est très important que nous, à l'EPS, nous allons organiser 2 ateliers pour les journalistes pour leur raconter leur décrire tout le processus de production et d'approbation des vaccins. Et nous encourageons les journalistes. Nous allons demander aussi au ministre de la Santé et toute la communauté scientifique. Donc, il est très important de diffuser toute l'information dont nous disposons, parce que les vaccins ont sauvé des millions de vies depuis le dernier siècle. Et les vaccins sont la meilleure manière de prendre le contrôle de cette pandémie, le contrôle total de cette pandémie. Donc, il faut montrer les données dont nous disposons et d'être transparent pour convaincre les gens, les familles, des bienfaits de ces vaccins. Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup, docteur. Une question qui nous vient de Kalim Chossev de l'Observer's Media à Antigua. Un conseil pour un pays comme Antigua et Barbuda, avec des ressources limitées, qui connaît une résurgence des cas en ce moment. Docteur Barbosa, est-ce que vous pourriez répondre peut-être? Merci beaucoup pour cette question. Et elle est importante parce qu'il y a des pays où la vaccination n'a pas commencé. Le vaccin n'est pas une balle d'argent. Le vaccin ne va pas arrêter la transmission la semaine prochaine. Donc, probablement, nous allons observer encore une augmentation de cas.
nous allons recevoir plus de vaccins et il y a plus de gens qui vont être vaccinés, mais il faut maintenir les mesures sanitaires que nous savons qui fonctionnent, avec des preuves scientifiques, distanciation sociale, masque, éviter les rencontres dans des espaces fermés. Et ce sont des mesures très efficaces d'éviter les transmissions. Donc, c'est, je crois, la recommandation générale. Bien entendu, dans chaque pays, il faut surveiller les situations locales, parce que quelquefois, il y a dans un pays une ville spécifique où la situation est assez contrôlée, mais dans une autre ville, il y a une instance de cas élevée. Donc, c'est important que les politiques surveillent ça. Mais une fois de plus, nous attendons qu'il va falloir vacciner au moins 70% de la population pour atteindre l'immunité collective afin de contrôler la transmission. Donc, nous ne parlons pas de jours ou de semaines, mais de mois. Donc, maintenons les mesures sanitaires dont nous savons qu'elles peuvent éviter la transmission, parce que ces mesures vont travailler main dans la main avec la vaccination pour éviter la transmission. Et dans un futur proche, on prendra contrôle de la pandémie du COVID-19. Merci, docteur. Nous arrivons à la fin de notre media briefing et nous avons reçu plusieurs questions au sujet des vaccins et qu'est-ce que l'OPS est en train de faire. La question est que réalise l'OPS pour accélérer l'arrivée des vaccins dans la région des Amériques. Docteur Etienne, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette question. Eh bien, laissez-moi commencer par qu'en Amérique latine et dans les Caraïbes, nous allons avoir besoin d'immuniser à peu près 500 millions de gens pour être capables de contrôler la pandémie. Certains pays ont déjà commencé à acheter des lots directement des producteurs. Ils ont commencé leur campagne. Comme nous prévoyons peut-être un manque d'équité dans la distribution des vaccins, comme nous savons nous savions qu'il y aurait peut-être des problèmes de production un peu partout, nous avons formé le mécanisme COVAX. Il s'agit d'une coalition pilotée par l'OMS avec l'objectif prioritaire de fournir un vaccin pour le 20% de la population dans les pays participatifs. Donc, il y a beaucoup de pays dans notre région qui participent à ce mécanisme COVAX. Et COVAX, comme vous l'avez entendu du professeur Barbosa, le mécanisme COVAX a signé des accords d'achat avec AstraZeneca. Il y a tout un panier de vaccins qui sont en cours de négociation et sur lesquels qui vont être livrés. Des pays dans notre région commenceront à recevoir des lots de vaccins dès la fin de ce mois pour protéger leur population qui sont plus exposées aux formes sévères de la COVID-19. Cela écrit les professionnels de santé ou les populations et les personnes qui sont en première ligne dans la lutte contre ce virus. Donc, en Amérique latine et dans les Caraïbes, 37 pays vont recevoir les vaccins grâce au mécanisme COVAX. Sur ces 37, 27 d'entre eux achètent en financement de leur poche et 10 pays recevront de l'argent vu leurs difficultés financières ou la taille de leur population. Maintenant, ces doses, la disponibilité de ces vaccins elle dépend encore de la liste de la capacité de production et il y a des accords de fourniture entre les producteurs, entre l'OPS et l'OMS. L'OPS a
signé un partenariat avec l'UNICEF et avec COVAX pour cette distribution, mais l'OPS commence également à examiner comment on peut aider les pays à couvrir un pourcentage plus important, 50 ou 60%, pour atteindre l'immunité collective et pour rendre cette quantité supplémentaire accessible au pays. Bien entendu, l'OPS et l'OMS et notre directeur général est très soucieux du manque d'équité dans l'accès à ces vaccins. Et nous traitons cette question de plusieurs parties de côté. Le directeur général parle avec plusieurs pays pour voir comment il pourrait contribuer au mécanisme COVAX pour garantir que tous les pays auront un accès raisonnable aux vaccins. Mais je voudrais souligner à nouveau que le dernier point soulevé par le docteur Barbosa, les vaccins ne vont pas résoudre notre problème de façon immédiate. Donc, il faut que nous faisions tout ce qui est à notre portée pour réduire la circulation du virus. Et pour cela, il nous faut mettre en place ces mesures sanitaires qui incluent le confinement à la maison, quand c'est possible, le masque, la distanciation sociale et se laver les mains régulièrement. Et les gouvernants doivent s'assurer également que leurs mesures sanitaires sont aussi augmentées en termes d'identification, quarantine, des mesures les mesures nécessaires sont prises pour protéger leur population. Donc, c'est notre appel à vous. Ne baissez pas la garde. Continuez à procéder aux mesures sanitaires. Et même quand vous recevez le vaccin, il faudra en même temps renforcer les mesures sanitaires publiques. Merci d'avoir participé à cette conférence de presse avec nous et nous vous retrouvons la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Nous allons partager par ici la page web dont on vous parlait sur VIRAT, sur l'introduction du vaccin, c'est une plateforme qui fait partie de l'OMS, OPS, de la Banque mondiale et de l'UNICEF. Je vous enverrai prochainement les remarques de notre docteur et si vous souhaitez avoir d'autres informations, vous entrez sur notre page web. Vous pouvez continuer à être en contact avec nous à travers le courrier électronique et merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Nous nous retrouverons mercredi.